Bonsoir, très heureux d'être avec vous pour lancer cette nouvelle semaine d'information mosellane. Voici les titres de ce lundi 14 novembre. Défi floral, voilà comment l'association Marie et Mathias a décidé de commémorer la mémoire des deux jeunes Mosellans tués le 13 novembre 2015 au Bataclan. Un moment d'émotion et de solidarité sur lequel nous reviendrons dans cette édition. Clap de fin pour l'exposition René Goscinny, scénariste Quel métier, présentée depuis avril au château de Malbrouck. Nous y étions ce dimanche pour sa dernière reprise. La météo, le temps sera nuageux ce mardi avec un risque d'averse en soirée. Les températures, elles, avoisineront les 10 degrés. C'est le futur nouveau lieu de convivialité à Thionville. Les Beaux Jours ouvrira en mars 2023. Et Paul Tidier, vous êtes avec nous pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir Jean. Vous êtes le secrétaire de l'association Comptoir de Thionville qui porte notamment ce projet. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais avant, l'actualité. C'est un moment toujours très attendu. La boule de Noël de Meisenthal 2022 a été dévoilée ce lundi. Son nom, Extra, elle a été designée par Nicolas Verchev. Inspirée de culots de bouteilles de vin, elle suggère que tout est question de point de vue et qu'un simple pas de côté peut sublimer l'ordinaire. Cette 33e merveille de la collection des boules de Noël de Meisenthal devrait être éditée en près de 40 000 exemplaires. Elle sera disponible à la vente au Centre international d'art verrier de Meisenthal pour 24 € à partir du 17 novembre. Et pour qu'il y en ait suffisamment pour tous les collectionneurs, les exemplaires de ce futur best-seller seront limités à 8 par client. 95, c'est le pourcentage de laboratoires de biologie médicale en France qui sont en grève aujourd'hui et jusqu'à mercredi. La raison, l'article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2023, via lequel l'État leur demande de reverser 250 millions par an. Il s'agirait d'une compensation du chiffre d'affaires conséquent réalisé depuis le début de la pandémie de coronavirus. S'ils ne sont pas opposés à cette contribution sur le principe, les laboratoires en dénoncent les modalités puisque l'État souhaite qu'ils réalisent des économies via une baisse des tarifs de leurs actes. Les explications de Frédéric Wébé, président des laboratoires Biogroupe Lorraine, au micro d'Emma Facchetti. L'idée, elle est toute simple, c'est de continuer. Nous, on accepte volontiers le fait de contribuer pour 250 millions d'euros. Par contre, par rapport au Covid, mais on ne souhaite pas que cette diminution par rapport au Covid retentisse sur l'activité de biologie classique. Il faut savoir qu'entre 2013 et 2020, on a pratiquement fait un effort d'économie de 5 milliards. On représente 70% du diagnostic, 2% des frais de santé, des frais de santé, et la demande de prise en charge serait de 20% par rapport à ces frais de santé. Donc, bon, ok pour cette contribution exceptionnelle, vu le contexte du Covid. Par contre, par rapport à l'activité classique de biologie, il n'y a pas de raison à ce qu'on soit diminué plus que de mesure, quoi. Dans l'actualité, une grève, celle des salariés de Keolis Thionville Fench à Florange. Ce lundi, une centaine de personnes ont manifesté à l'appel de 4 syndicats. Ils souhaitent notamment une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Résultat, le réseau a fortement été perturbé. Après une course, un concert, l'association Marie et Mathias a organisé samedi un défi floral pour commémorer la mémoire de Marie et Mathias. Pour rappel, ces deux jeunes Mosellans ont été tués le 13 novembre 2015 lors des attentats du Bataclan. Reportage Emma Facchetti. De la verdure et des fleurs pour orner les deux grands M entrelacés, monument consacré à la mémoire de Marie et Mathias, victimes du Bataclan. Nous et tous les bénévoles, on les installe comme ça et on les met au gré de nos envies. Tout au long de la journée, des dizaines d'anonymes se sont relayés pour déposer des fleurs afin de leur rendre hommage. Même si on ne les connaît pas, c'est quelque chose qui a marqué le monde entier. Et ouais, c'est normal quand on peut, quand on n'est pas loin de faire ce genre de petites choses. C'est rien, c'est quelques fleurs et c'est pour jamais les oublier. Je tenais à passer, voilà, pour donner, on a donné 2 roses. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre sur le mémorial, 12 points de collecte ont été aménagés dans le pays messin, comme dans ce bar, tout un symbole. C'est toujours touchant. Et si on n'est pas solidaire avec eux, il ne se passera rien, il faut les soutenir. 7 ans après les attentats du Bataclan, l'émotion est toujours vive.
C'est important pour nous, c'est notre fil conducteur. Je suis même surpris par le nombre de personnes qui sont venues à notre rencontre. On a eu tout un groupe de marcheurs avec l'équipe municipale de Saint-Julian-les-Messes. On a beaucoup de personnes qui sont venues pour nous ramener des fleurs. Et on est très très contents de la façon dont ça se passe et d'être à la rencontre de toutes les belles personnes qui viennent nous voir. Un hommage fleuri et plus intimiste qui reste essentiel pour ne pas oublier ces amoureux du Bataclan. Sans transition, clap de fin pour Astérix, le Petit Nicolas ou encore Is No Good, présenté depuis avril au château de Malbrouck. L'exposition René Goscinny, scénariste Quel métier, s'est achevée dimanche. Certains amateurs de BD ont profité de ce dernier jour pour admirer les œuvres du scénariste. Reportage. 2 heures avant la fermeture, cette famille s'empresse de visiter les 1000 mètres carrés du château de Malbrouck, consacré à l'exposition René Goscinny, scénariste Quel métier. Le fait que ce soit le dernier jour, c'était un peu la contrainte. Donc on s'est dit c'est le moment d'y aller parce qu'après on risque de ne plus retrouver ce travail qui a posteriori est paru très intéressant. Pour ce dernier jour, près de 250 visiteurs ont découvert le travail acharné de ce scénariste qui a révolutionné le monde de la BD à partir des années 50. Il faisait partie du décor, mais c'était pas forcément dit qu'on allait rechercher particulièrement sur sa vie, sur ses ouvrages, l'impact qu'il a pu avoir, ses inspirations. Donc je pense que c'est intéressant de faire ces recherches pour le public. Je pense que c'est important pour l'histoire, en fait, de voir les liens entre les œuvres. Donc on a vraiment pris conscience aujourd'hui. Présentée depuis avril dernier, l'exposition, composée de 150 archives, des scénarios originaux d'Is No Good aux planches d'Astérix, a attiré au total plus de 37 000 visiteurs. Ça s'est très bien passé, on a une belle saison. On a eu du monde qui s'est étalé sur tout le calendrier, depuis le mois d'avril jusque maintenant, début novembre. Bien entendu, c'est sur la période estivale qu'on a eu le plus de monde. On a essentiellement des visiteurs locaux qui viennent, on va dire, de la grande région. Mais sur la période estivale, on a eu des visiteurs qui ont pu venir du monde entier. En partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le château de Malbrouck accueillera prochainement une nouvelle exposition. Il faudra faire preuve d'un peu de patience pour connaître le personnage de BD qui s'affichera en grand format sur les remparts du château. Et tout de suite, notre rubrique sport. Mathieu Anquinet, bonsoir. Toujours en football, Mathieu, du côté du championnat de Régional 1, Thionville-Lusitanos semble imperturbable. Imperturbable, c'était une fois encore le cas face à Reiperswiller, puisqu'ils sont également eux aussi classés sur le podium de ce championnat et ils avaient la ferme ambition de venir bousculer le leader. Face au réalisme de Jacquel et Caleuillero, ils n'ont finalement rien pu faire, puisqu'ils n'ont répondu simplement par l'intermédiaire de Guillain pour s'incliner finalement 3-1. Le score n'a pas évolué en deuxième mi-temps, mais le succès reste indéniable, et ce qui nous permet de jeter un œil aux résultats de cette journée. L'APM et Villeretil sont quittés sur un match nul 1-1. Sarreguemines a subi une défaite sur son terrain face à Forbach. Le bassin piennois a mal digéré la visite de Vendeuvre. Sarrebourg et Amnéville se sont quittés plutôt bons amis. Gandrange a vaincu Boulay et Aubert-Moderne s'est défait de la réserve d'Épinal. Alors quelles conséquences au classement? On va le voir tout de suite. Dans la poule B, Thionville-Lusitanos caracole en tête avec 18 points, fruit de 5 victoires en 9 matchs. Et derrière eux, Aubert-Moderne a tout simplement 16 points et est suivi de Reiperswiller, Gandrange et Villeretil qui ont tous 13 points. Handball à présent, Mathieu, les Yellow Fox de Sarrebourg se sont surpassés ce week-end. Il fallait vraiment du nerf au centre Coubertin ce week-end, puisque les Yellow Fox recevaient le leader invaincu de Ponto Combo, et les hommes d'Arnaud Calbry ont su bouleverser le classement, la hiérarchie, puisque ils ont réussi à mener de bout en bout cette rencontre, bien aidés par le sang-froid entre guillemets de Geoffroy Carabas et de ses coéquipiers. Ils ont gagné finalement cette victoire de prestige 36-30, une victoire qui n'est pas si surprenante selon le coach Arnaud Calbry, qu'on écoute tout de suite au micro d'Arnaud Desmerlet. Moi je pense que c'est une très grosse performance. Je le prends comme ça et ça veut dire qu'on a notre mot à dire et j'espère que les joueurs ont répondu dans ce que j'attendais dans l'intensité et que si on est capable de garder cette intensité, on est capable de renverser tout le monde.
Et c'est ça que je vais leur dire et que c'est sur cette performance qu'il faut s'appuyer. Parce que aussi la qualité de jeu produit en attaque, quand on est capable de mettre 36 buts face à cette équipe, on a joué avec une extrême justesse et j'ai trouvé que précédemment je disais que c'était l'équipe de Ponto qui maîtrisait mieux les rythmes. Et ben, nous, c'est nous qui avons maîtrisé le rythme, le score, sans s'énerver, en posant notre jeu avec une très grande intelligence stratégique. Ce qui nous renvoie tout simplement au classement où le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball continue à bien figurer en Pro League. Ils sont tout simplement à la 7e place, à 3 points seulement de la tête de championnat qui était en principe inaccessible pour le petit pousset mosellan. Handball toujours, mais au niveau international cette fois, l'équipe de France de handball est presque qualifiée pour les demi-finales. C'est un carton plein pour les joueuses d'Olivier Crumbles qui sont tout simplement invaincues dans cette compétition, dans un format que seul le handball professionnel peut nous proposer. Les Bleus ont été une nouvelle fois guidés par les arrêts de Cléopâtre d'Arleux et ont entamé leur tour principal avec une victoire face à une solide équipe du Monténégro. Score final 24-19. Les joueuses de Metz Handball, Chloé Valentini et Tamara Horacek, ont contribué avec respectivement 4 et 2 buts. Grâce à un report de points de la phase de poule, les Bleus sont presque qualifiés dans le dernier carré de cette compétition et vont pouvoir disputer sereinement leur rencontre face à l'Allemagne mardi et face à l'Espagne jeudi. Le volley, désormais, Mathieu, le TFOC a renoué avec la victoire face à Paris. C'est le rebond que l'on attendait du côté du TFOC. Elles ont été pourtant malmenées dans le premier set avec un sévère 14-25 avant de parvenir à renverser la situation, bien aidées par des ajustements tactiques de Romain Pitou, notamment sur les positionnements de Ogums et Sidibé, mais aussi par la grande performance de Greta Kiss. Elles ont renoué avec la victoire, donc, comme je le disais, après 2 défaites de rang. Et sur les autres terrains, on peut noter la défaite de Béziers, le prochain adversaire du TFOC, qu'elles rencontreront dès demain soir, au 111 à Terville, face à Le Canet, 3-1. Au classement de Ligue AF, que nous allons apercevoir tout de suite, les joueuses de Romain Pitou figurent tout simplement à la 8e place avec 4 victoires pour 2 défaites, mais la saison est encore très longue et des joutes européennes approchent. Du basketball pour terminer, les Metz Canonniers, c'est une belle saison qui se poursuit. Mais avec les Metz Canonniers, cette saison, ce sont 9 matchs et tout simplement uniquement 2 défaites. Ils sont assez difficiles à aller chercher, ils n'ont chuté qu'à 2 reprises et ce n'est pas Maubeuge qui se présentait sur le parquet du complexe Saint-Symphorien qui allait vraiment réussir à changer ça. Mais la rencontre n'a pas été de tout repos malgré tout pour Kevin Cali et ses coéquipiers. Diminués par de nombreuses blessures, ils ont dû tirer sur leurs organismes pour finalement réussir à se détacher au scoring dans les dernières minutes. Score final 79-69 et on va apercevoir tout de suite le classement puisqu'il y a 2 salles et 2 ambiances. Il y a 5 équipes à égalité avec 16 points en haut du tableau qui sont suivies par 5 équipes à 12 points. Un championnat dense, vous en vouliez, et bien voilà. Merci Mathieu, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour la traditionnelle rubrique sport. Sans transition, d'habitude on y boit un coup, désormais c'est possible de s'y faire tatouer. Le bar messin Les Vedettes a organisé samedi une soirée tatouage au sein de son établissement. Notre journaliste Emma Facchetti y a participé, reportage. Plus besoin d'attendre 4 mois pour passer sous l'aiguille. Ici, pas de rendez-vous. Premier arrivé, premier tatoué. J'étais le premier arrivé parce que je voulais à tout prix me faire un flash sur lequel j'ai beaucoup accroché sur internet quand je l'ai vu. J'avais envie de me le faire ce soir. J'aime l'artiste, j'aime ses dessins, donc je me dis c'est la bonne occasion en plus d'avoir un rendez-vous un peu plus tôt, un peu plus rapide. Et puis je trouve que ça change, ça fait aussi un souvenir sur le moment en fait, de ne pas se faire tatouer classiquement au shop. Pour son 3e tatouage, Simon a décidé d'orner son avant-bras de fleurs, un dessin qui a été minutieusement réfléchi par She The Mess et créé sur mesure pour l'événement. On bosse vraiment pour des tailles qui vont être faisables assez rapidement, qui vont pas être trop compliquées à réaliser, qui vont être adaptées à des emplacements standards type bras et jambes. Par exemple, on ne va pas se lancer dans des côtes ou un torse ces jours-là, ou des flashs qui vont durer 2 heures parce que sinon on n'aura pas le temps de satisfaire tout le monde. Donc on essaye vraiment d'aller dans des motifs qui fonctionnent bien, où on sait que dans notre style les gens les aiment bien et qui vont être faits quand même assez rapidement. Flipper, tireuse à bière, un décor surréaliste, loin d'être habituel pour ces 2 tatoueurs. C'est vrai qu'on n'a pas les repères de là où on a l'habitude de travailler. Déjà le matériel
Il n'est pas au même endroit, il n'y a pas les mêmes conditions. Et puis là avant, rien qu'avec ma collègue, on s'est dit qu'il n'y a pas de miroir. C'est déjà un petit truc, ça paraît bête, mais ça ne permet pas aux gens de voir exactement ce qu'ils ont. Alors bon, on trouve des petites parades, on leur fait des photos et on leur montre ce que ça donne. Les deux artistes ont tatoué jusqu'à 5 personnes dans la soirée. Il y a 104 ans, le 11 novembre devenait un jour férié pour la France, une date qui marque l'histoire en signant la fin de la Première Guerre mondiale. Lors des cérémonies qui se déroulent chaque année dans toute la France, nombreux sont ceux qui refusent d'oublier ce conflit et les victimes qu'il a engendré. À Étranges, la commémoration a rassemblé de jeunes passionnés en uniforme de soldats des deux grandes guerres appartenant à l'association Les Loups de Moselle. Reportage Tim Girard. 11 novembre 1918. Il est 11h, c'est l'armistice. Le traumatisme est mondial. Comme chaque 11 novembre, l'émotion est forte. 104 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, à Étranges, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, la cérémonie est accompagnée par des passionnés, jeunes et moins jeunes, qui refusent d'oublier cette partie de l'histoire. Pour nous, il était très important d'être là en tenue d'époque dans les régiments qui étaient présents dans le secteur et aussi avec nos amis les chevaux. Donc là, ici, il y a Rani, la mascotte de l'association, qui en fait, c'est pour nous très important d'être présent pour commémorer le sacrifice de tous les soldats français pour toutes les guerres et aussi les animaux qui ont payé un long tribut durant ces deux guerres mondiales. Pour moi, c'est important de quand même nous remémorer un maximum la fin de cette guerre pour éviter d'en refaire. Si on oublie la Première Guerre mondiale, on oublie notre histoire et un pays sans histoire, ça n'existe pas. Autre passionné présent, Norbert. Chaque année, il est au rendez-vous pour commémorer l'armistice d'une guerre à laquelle a participé son grand-père. À l'époque, la Moselle était annexée. L'uniforme de son aïeul était donc allemand. Donc ça c'est quand il a fait son service militaire. Il a passé 2 ans au service militaire, car à l'époque, les Allemands faisaient 2 ans de service militaire. On a toujours eu l'habitude d'aller au monument aux morts et, on va dire, comme je m'intéresse beaucoup au patrimoine d'Étranges, j'ai toujours vécu un peu là-dedans. Des photographies qui, tel un écho de l'histoire, rappellent que derrière les cérémonies annuelles, il y a les visages de ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Tout de suite, l'invité du jour. Comptoir de Thionville, l'association qui porte le projet que vous allez nous présenter. Alors ça s'appelle Les Beaux Jours, ça sera au cœur de Thionville. Alors parlez-nous un peu de cet endroit, qu'est-ce que c'est et pourquoi cela a été créé ? Alors Les Beaux Jours, c'est un lieu totalement inédit, effectivement au cœur de Thionville, au 34 rue de la Tour, pas très loin du Soleil Gourmand pour ceux qui connaissent bien Thionville. Ça va être à la fois un lieu de convivialité avec un café, une petite restauration locale pour le midi, aussi un lieu de relais pour les commerçants locaux et des producteurs locaux, un lieu de culture avec des rencontres culturelles tout au long de l'année, des expositions, des rencontres avec des artistes, des écrivains qui vont agrémenter tout le long de la saison. Et puis enfin, des services solidaires à destination des habitants, c'est-à-dire une conciergerie qui va permettre d'être un véritable comptoir entre des gens qui ont des besoins, qui n'ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie de les faire, et des concierges qui vont leur permettre de les mettre en relation avec des commerçants et des apporteurs de services locaux. Alors on reviendra plus en détail justement sur ces différents aspects, mais cette idée, elle est partie d'où au départ, cette initiative ? Alors, elle est partie d'un groupe de gens qui se connaissent depuis longtemps et qui avaient envie finalement de monter le lieu dont ils auraient rêvé à Thionville, un lieu ouvert, pluriel, riche, avec des activités différentes. Cet ensemble d'acteurs, c'est d'une part des membres d'une association culturelle qui s'appelle Des mots et débats et qui organise depuis 3 ans maintenant des rencontres culturelles et d'actualité à Thionville. C'est aussi un groupe d'entreprises d'insertion qui s'appelle le groupe Valo et qui est basé historiquement à Florange. C'est aussi des commerçants, notamment le marchand de vin Les Domaines qui monte, qui est bien connu au cœur de Thionville, et l'épicerie Finesse, qui est aussi dans le centre-ville. Et puis enfin, les 2 petits derniers à s'être ajoutés, ce sont 2 producteurs locaux, 2 jeunes entrepreneurs qui ont lancé
Aurel et Axel, et qui font des micro-pousses et des champignons à destination d'abord des restaurateurs, et aujourd'hui ils veulent s'ouvrir au grand public. Et donc c'est cet ensemble d'acteurs qui se sont dit on a envie de créer un lieu nouveau, hybride. Par exemple pour moi qui ai 25 ans, qui ai grandi à Thionville, créer les Beaux Jours, c'est créer le lieu dont j'aurais rêvé quand j'étais ado, un lieu ouvert où il se passe plein de choses, où il y a de l'activité, où on se sent bien aussi, où on a envie de se poser toute la journée. Et la force un peu finalement de ce projet, c'est que les profils sont complètement différents, vous venez de les évoquer. Oui, il y a bien sûr des entreprises, des commerçants, le milieu associatif, le milieu culturel, des profils très différents, et puis des âges aussi très différents. C'est important ça ? Oui, c'est important pour nous de faire un lieu intergénérationnel. Il y a des retraités, et ça va jusqu'à des jeunes d'une vingtaine d'années. Et tout le monde s'entend bien. Et tout le monde s'entend bien, travaille très bien ensemble. Et l'idée, c'est que ce soit aussi les gens qu'on reçoit dans notre lieu. Notre idée, c'est de travailler évidemment avec des écoles, des EHPAD, des centres sociaux, des profils extrêmement différents. Et puis que tout le monde se sente à l'aise, que ce soit un lieu de rencontre, on se pose, on boit un café, on rencontre aussi les autres Thionvillois. Et donc que ce soit un lieu de vie chaleureux. Et donc les Beaux Jours, pourquoi ce nom ? Alors les Beaux Jours, d'abord parce que notre amplitude horaire vise à couvrir l'intégralité de la journée, c'est-à-dire de 6h30 jusqu'à 21h30. Notre idée, c'est de s'adresser aussi aux frontaliers qui ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre de services ou à un certain nombre de lieux qui ne sont pas ouverts pendant la période où ils peuvent être à Thionville. Les Beaux Jours aussi parce qu'il y avait une consonance poétique, quelque chose de doux qui nous plaisait bien, qui correspondait à la chaleur du lieu qu'on veut transmettre. Et puis aussi, pour rien vous cacher, parce que c'était le nom d'un vin que nous a conseillé Serge Nénic des Domaines qui Montent, qui est dans le projet. Et comme on a la convivialité et l'aspect café au cœur de notre projet, ça nous allait très bien. Puis vous avez aussi au cœur de votre projet la solidarité, une valeur bien sûr très importante, avec les services de conciergerie qui permettront de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi. Bien sûr. Alors la conciergerie solidaire est développée par le groupe Valo. L'idée, c'est que ce soit véritablement un comptoir de services qui permette de répondre à des prestations. Ça peut être amener des habits au pressing, avoir un panier de légumes frais pour le soir, on cherche quelqu'un pour tondre sa pelouse, une babysitter, etc. Tout ça, ce sont des concierges qui vont permettre d'y accéder aux habitants. L'idée, c'est d'avoir un relais sur le quai de la gare de Thionville, directement pour les frontaliers, un relais aux Beaux Jours et aussi des casiers connectés en cœur de ville. Et solidaire, effectivement, parce que ce sont des salariés en insertion qui tiendront les postes de concierge et les postes de serveur. En insertion, ça veut dire que ce sont des personnes éloignées de l'emploi, chômeurs ou chômeuses de longue durée, bénéficiaires du RSA ou d'autres minima sociaux, jeunes de moins de 26 ans, qu'on accompagne, qu'on forme dans des postes en insertion afin qu'ils aillent ensuite vers l'emploi durable. Vous avez regardé un petit peu si ce même type de prestation existe déjà à Thionville, ailleurs en Moselle ? Alors, pas dans son angle solidaire, pas dans son angle insertion. Maintenant, les conciergeries, ça fait de plus en plus longtemps qu'elle se développe. Je pense que Thionville est prêt pour accueillir ce genre de service totalement nouveau qui modifie notre rapport à la ville. Mais en tout cas, la conciergerie solidaire, c'est un modèle national auquel on s'est affilié et qui fonctionne très bien à Bordeaux, à Strasbourg, à Reims et dans plein d'autres villes en France. Alors le local n'est pas encore opérationnel, l'ouverture est prévue en mars 2023. Concrètement, qui pourra venir ? Tout le monde ? Absolument tout le monde, quel que soit son âge. L'idée, c'est de pouvoir y poser, prendre un café, pouvoir y travailler aussi. On veut aménager des lieux calmes pour que les gens puissent travailler. On sait que le télétravail s'est développé, mais aussi pour les plus jeunes, les lycéens ou les étudiants. On pourra prendre un livre, le lire sur place, et puis pourquoi pas démarrer l'apéro en fin de journée avec ses amis. Pour monter un tel projet, il faut bien évidemment des financements. Comment ça se passe de ce côté-là ? Bien entendu, il faut des financements. On a lancé depuis quelques semaines une campagne de financement participatif sur Ulule pour que les gens nous aident, notamment à aménager le lieu, à en faire un lieu chaleureux, nous permettent aussi d'avoir une tireuse à bière locale, je précise, parce que les jus de pommes seront locaux, les bières aussi, le vin de Moselle, etc. Et évidemment la nourriture aussi, on travaille que sur des circuits courts, qu'avec des producteurs locaux, c'est vraiment l'idée. Et donc effectivement, on appelle les gens à venir nous aider à mettre leur petite pierre à l'édifice de ce lieu. La campagne est sur Ulule, vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site internet lesbeaujours-thionville.fr et aussi bien sûr sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram, Les Beaux Jours Thionville. Et donc en fonction de la somme donnée, on a divers lots.
effectivement, en contrepartie du don, les gens peuvent profiter de contreparties qui vont d'un apéro pour de beaux jours, leur nom dans le lieu, ou même des paniers gourmands qui sont concoctés par les commerçants qui sont associés au projet. Merci beaucoup, Paul Didier. Merci, Jean. On suivra avec attention cette ouverture donc en mars 2023. L'image du jour pour terminer cette édition, mystère résolu depuis quelques semaines. Des affaires entreposées à l'extérieur d'habitations à Jouy, aux Arches, disparaissaient comme par magie. Eh bien, le voile a été levé sur ce mystère. C'est en réalité un renard chapardeur qui l'est volé. Il s'est aventuré près des maisons pour se nourrir de croquettes, de chats et en profiter pour chipper quelques objets en passant comme des chaussures ou même des télécommandes. Sur cette image se termine Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo avec Ronéane, suivi du Graouli Mag et ensuite du Graouli Match. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV.